No One Radio. Connexion au No One univers établi. Début du débat. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un dossier qui met vraiment le feu aux poudres dans le monde de la création, l'art et l'intelligence artificielle. On a sur la table une pile de sources, d'articles, de témoignages et, pour être honnête, ils se contredisent sur à peu près tout. La grande question qui plane, c'est de savoir si on assiste à la fin du talent humain ou si, au contraire, on est à l'aube d'une révolution créative. Notre mission, ça va être de démêler tout ça. On va explorer les deux grands courants de pensée qui émergent de ces lectures. D'un côté, ceux qui crient au génie, au progrès. Et de l'autre, ceux qui alertent sur la perte de l'humain dans tout ça. Et au fond, tous ces articles, qu'ils soient pour ou contre, ils tournent autour d'une seule et même interrogation. Une question qui va vraiment nous guider. C'est simple et terriblement complexe à la fois. Est-ce qu'un prompt, cette simple phrase qu'on donne à la machine, peut être considéré comme une œuvre d'art, alors que c'est l'algorithme qui fait tout le travail technique? C'est le vrai nœud du problème, en fait. C'est la question à 1 million. Alors commençons par le camp des optimistes, si on veut. Ceux qui voient l'IA comme le prochain grand outil. L'argument qui revient partout, c'est ce parallèle avec l'invention de l'appareil photo au 19e siècle. On dirait que c'est le point de départ obligé de toute discussion. Oui, et cette comparaison est vraiment parlante. Il faut s'imaginer le choc, à l'époque. Les peintres portraitistes, qui passaient des semaines sur une toile, voient débarquer une machine, capable de capturer le réel en une fraction de seconde. Beaucoup ont littéralement crié à la mort de la peinture. Dans les sources, on retrouve des citations d'artistes de l'époque qui sont terrifiés. Et pourtant, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Exactement. L'appareil photo a libéré les peintres. Soudain, leur but, ce n'était plus de copier la réalité le plus fidèlement possible. La machine le faisait mieux et plus vite. Et cette libération a ouvert un boulevard à des mouvements comme l'impressionnisme, Monet, Renoir. Ils ne cherchaient plus à peindre un paysage, mais l'impression, la lumière, l'émotion que ce paysage provoquait en eux. La photo a forcé la peinture à se réinventer, à devenir plus personnelle, plus conceptuelle. Du coup, la question que posent les sources, c'est: est-ce que l'IA ne serait pas en train de jouer ce même rôle de libérateur aujourd'hui? D'accord, je vois l'idée. L'IA s'occupe du comment faire et l'humain peut se concentrer sur le quoi dire. Ça nous amène directement à l'autre grand argument, la démocratisation. L'idée qu'on n'a plus besoin de 10 ans de formation aux beaux-arts pour créer une image qui a de l'impact. C'est ça. On parle de personnes qui ont des univers visuels incroyablement riches en tête, mais qui n'ont jamais eu la patience, ou le temps, ou l'habilité technique pour apprendre le dessin, la peinture, la 3D. Pour elles, l'IA, c'est une sorte de prothèse créative. Leur talent ne se mesure plus à la dextérité de leurs mains, mais à la richesse de leur imagination, et à leur capacité à la décrire avec des mots. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet, le fameux prompt. J'ai moi-même essayé pour voir. J'ai tapé un philosophe mangeant une choucroute dans l'espace, style Van Gogh. Le résultat était, disons, psychédélique. Et pas tout à fait ce que j'avais en tête. Ça montre bien que c'est pas si simple. Les sources insistent là-dessus. L'art du prompting est une vraie compétence. Absolument. Ce n'est pas juste donner un ordre. C'est de la direction artistique par le langage. Les meilleurs prompteurs, ceux que les articles mettent en avant, ils ne se contentent pas de décrire une scène. Ils jouent avec des termes techniques de photo comme longueur focale de 85 mm, lumière rasante. Ils citent des mouvements artistiques précis, des noms de directeurs de la photo de cinéma. En fait, ils sculptent l'image avec les mots. La compétence se déplace de la maîtrise de l'outil physique, le pinceau, le ciseau, à la maîtrise de l'outil conceptuel, c'est-à-dire le langage et la culture visuelle. Mais est-ce que ce n'est pas un peu réducteur? Un des articles qu'on a cite un peintre qui dit qu'un prompt, même le plus génial du monde, ne remplacera jamais les milliers de micro-décisions, d'accidents heureux, de repentir qu'il prend devant sa toile. Ce dialogue silencieux avec la matière, c'est pas la même chose, si. C'est une excellente objection. Et elle nous amène au troisième argument du camp progrès, l'efficacité et l'exploration. La vitesse de l'IA, c'est pas juste un gain de temps, ça change la nature même du processus créatif. L'artiste peut devenir une sorte de curateur de sa propre imagination. Il peut générer 20 versions d'une idée en 10 minutes, tester les limites, explorer des pistes qu'il n'aurait jamais osé prendre à la main par peur de perdre des jours de travail. Il ne s'agit plus de produire une seule image parfaite, mais d'explorer tout un champ des possibles visuels. On passe d'artisan à explorateur en quelque sorte.
C'est une bonne façon de le voir. Et au-delà de la vitesse, il y a la complexité. Les sources citent l'exemple d'un artiste comme Refik Anadol. Lui, il ne crée pas de simples images. Il utilise l'IA pour transformer des ensembles de données gigantesques, des archives, des données scientifiques, en sculptures de lumière mouvante, organique. Ce sont des œuvres qui seraient physiquement et mentalement impossibles à concevoir et à réaliser pour un cerveau humain seul. On ne parle plus d'imiter un style, mais de créer des esthétiques radicalement nouvelles, nées de la collaboration entre l'esprit humain et la machine. D'accord. L'argument du progrès est puissant. L'IA comme un libérateur, un démocratiseur et un explorateur de nouveaux mondes visuels. Mais cette idée d'un génie du prompt qui dirige la machine, ça m'amène directement à la question qui fâche et que les sources critiques soulèvent avec beaucoup de colère. D'où viennent les images que l'IA utilise pour apprendre? Quel est le carburant de cette belle machine? Et là, on bascule complètement de l'autre côté du miroir. C'est le point de rupture. La critique la plus virulente, c'est que ces IA ne créent rien à partir de rien. Elles ont été entraînées sur des bases de données colossales. Des milliards d'images scrapées sur Internet. Et parmi elles, une quantité astronomique d'œuvres d'artistes, vivants ou morts, protégées par le droit d'auteur et utilisées sans leur consentement, sans la moindre rémunération. Si on avait forcé tous les artistes du monde à donner un cours particulier gratuit et à vie à une machine qui demain pourrait prendre leur travail. La métaphore est dure, mais elle reflète bien le sentiment de dépossession exprimé dans nos sources. La question devient alors éthique et juridique. Une image générée à partir de ce corpus, est-ce une œuvre originale ou est-ce une forme de plagiat algorithmique incroyablement sophistiquée? C'est le cœur du procès intenté par de nombreux artistes. Ils ne se battent pas contre l'outil, mais contre le modèle sur lequel il a été bâti. Et au-delà de l'aspect légal, il y a une critique plus philosophique, presque viscérale. Un des articles la résume en une phrase. Une machine n'a pas de biographie. Elle n'a jamais eu le cœur brisé, jamais ressenti l'émerveillement d'un lever de soleil, jamais perdu un être cher. Comment pourrait-elle créer une œuvre qui nous touche au plus profond? C'est la question de l'âme dans la machine. Ce qui est fascinant ici, c'est que ça nous force à définir ce qu'on cherche dans l'art. Si une grande partie de la valeur d'une œuvre vient de l'intention de l'artiste, de l'expérience humaine qu'elle véhicule, alors l'IA a un problème. Elle est imbattable pour simuler, elle a analysé des millions d'images associées au mot « mélancolie ». Et elle sait statistiquement quels agencements de couleurs, de formes, de composition évoquent la mélancolie chez l'humain. Elle connaît la recette de la mélancolie, mais elle n'a jamais été mélancolique. Voilà, elle simule l'émotion, elle ne l'exprime pas à partir d'un vécu. C'est la différence entre une lettre d'amour écrite par quelqu'un qui est amoureux et une lettre d'amour générée par un algorithme. L'une est une expression, l'autre est une imitation, aussi parfaite soit-elle. Et la question que se posent les détracteurs est, est-ce qu'on veut d'un monde de l'art rempli d'imitations parfaites? Ce qui mène à leur plus grande peur. La conclusion logique de tout ça. Le risque d'une uniformisation, d'un tsunami d'images moyennes. Si tout le monde peut générer des images techniquement correctes en quelques secondes, le talent humain, celui qui se forge dans la durée, l'effort, l'échec, ne risque-t-il pas d'être complètement noyé? On parle d'un déluge d'images lisses, sans aspérité, et finalement, comme le dit un artiste cité, sans saveur. C'est le défi de la distinction entre le signal et le bruit. Jusqu'ici, l'art tirait une grande partie de sa valeur de la rareté, du temps et de la compétence investie. Une sculpture de marbre, ça prend des mois, voire des années. Si la création d'images de très haute qualité devient instantanée et infinie, comment est-ce qu'on définit la valeur? Le marché de l'art est complètement déboussolé par ça. Comment une galerie peut-elle justifier le prix d'une œuvre si des milliers d'images similaires peuvent être générées à la demande? Le danger, pointé par les sources, est une dévaluation, non seulement économique, mais aussi culturelle de l'image. Quand tout est accessible, tout le temps, plus rien n'est vraiment précieux. Alors, on en est où après avoir exploré ces deux visions si opposées? Reprenons notre question de départ. Un prompt est une œuvre d'art. D'un côté, on a l'idée que l'intention, la vision, la direction artistique formulée dans le prompt est l'acte créatif. De l'autre, la machine fait tout le travail technique en cannibalisant le travail de milliers d'autres humains. C'est presque irréconciliable. Peut-être que le problème vient de la question elle-même. Est-ce de l'art? C'est une question à laquelle l'histoire a rarement su répondre sur le moment. Quand Duchamp a exposé son urée noire, le monde a crié au scandale, pas à l'art.
Ce que l'IA fait de manière assez brutale, c'est qu'elle force une séparation entre deux choses qui étaient intimement liées dans l'art traditionnel, le concept et l'exécution. C'est-à-dire que pour être un grand peintre, il fallait avoir à la fois la vision, le concept et le talent pour la mettre sur la toile, l'exécution. Exactement. L'IA fait exploser ce duo. On peut maintenant avoir une vision absolument géniale sans avoir la moindre compétence technique pour la réaliser soi-même. Inversement, la machine a une capacité d'exécution quasi infinie, mais aucun concept propre. Ce débat nous force donc à nous demander qu'est-ce qu'on valorise le plus? L'idée originale ou la main qui l'exécute? Il n'y a pas de bonne réponse, mais c'est peut-être la vraie discussion à avoir. Le débat n'est plus est-ce de l'art, mais plutôt comment on définit et on catégorise cette nouvelle forme de création. Est-ce un art à part entière? Un art assisté? Un simple outil de design? On doit inventer un nouveau vocabulaire. En résumé, si on synthétise ce qu'on a vu, on a d'un côté l'IA comme outil de libération qui déplace la compétence artistique de la main vers l'esprit, vers la culture. Et de l'autre, on a la vision d'un remixeur sans conscience qui pose de graves questions sur le droit d'auteur et qui menace de noyer le talent humain sous une vague d'images standardisées. C'est tout à fait ça. Et ce qui me semble important de retenir, c'est que la conclusion n'est probablement pas binaire. Ce ne sera sans doute ni l'utopie créative totale, ni l'apocalypse artistique. L'histoire des technologies dans l'art, que ce soit la photo, le cinéma ou le numérique, nous montre que le plus intéressant, ce n'est pas le combat frontal entre l'ancien et le nouveau. C'est la phase de digestion. D'appropriation, comment les artistes humains vont-ils s'emparer de cet outil, le détourner, le hacker, le pousser dans ses retranchements pour créer des choses que ni l'humain seul, ni la machine seule n'auraient pu imaginer? C'est sûrement là que se cache la suite de l'histoire. C'est une perspective fascinante. Et pour laisser nos auditeurs avec une dernière chose à laquelle réfléchir, une pensée qui brouille encore un peu plus les pistes. Les sources évoquent un cas de figure de plus en plus courant. Un artiste commence avec une image générée par IA, il l'imprime, puis il la retravaille pendant des heures. Il peint par-dessus, il la découpe, la colle, l'intègre dans une sculpture. La question est, à quel moment précis l'algorithme s'efface-t-il pour laisser la place à la main et à l'âme de l'artiste? Où finit le God et où commence l'humain? Merci d'avoir suivi ce débat sur No One Radio. Pour ne rien manquer de nos prochaines explorations technologiques, abonnez-vous et rejoignez le No One Univers. Laissez votre avis en commentaire, car ici, c'est votre vision du futur qui compte. À très vite pour une nouvelle immersion.